Donc, voici à présent notre talk suivant. Ce soir, si vous éteignez votre téléphone DECT et que vous êtes rempli d'impressions diverses sur ce jour, il se pourrait que vous désiriez regarder la télé. Mais ce serait cool d'avoir la télé payante. Et donc, nous avons Chris Galinski qui se pose la même question. Comment avoir la télé gratuite décodée à la façon des hackers? Donc, il a fait du reverse sur la crypto et le format d'un standard qui n'a pas été décodé depuis la fin des années 90. Je vous prie de bien vouloir accueillir Chris Galinski sous vos applaudissements. Bonjour à tous, je suis Chris Galinski, je suis un hacker canadien et je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai craqué la sécurité des réseaux digitaux câbles et télé. J'ai étudié un système, une plateforme très utilisée au Canada et aux États-Unis, une des plateformes les plus communes utilisées dans la télé câblée, qui est aussi utilisée pour la télé satellite par un des deux principaux providers canadiens. Selon moi, le système restait sécurisé depuis son introduction à la fin des années 90. J'étais curieux de savoir si je pourrais comprendre ce système en étudiant des vieilles box qui ont à peu près 15 ans et qui sont toujours utilisées de nos jours et qui n'ont pas reçu d'upgrade de sécurité depuis cette époque. Donc j'ai regardé comment ça marchait. Avant de rentrer dans le reverse, j'aimerais décrire brièvement comment est-ce qu'on envoie de la télé digitale sur le satellite ou le câble. Donc les deux sont assez semblables. Il y a beaucoup de modulations de signal qui sont employées. Ici on va parler du QPSK à peu près 27 mégabits et de l'ATPSK TurboFEC à peu près 38 mégabits sur satellite et du QAM 256 à 38 mégabits sur le câble. On a aussi un canal hors-band qui est utilisé par le câble, du QPSK modulé à 2 mégabits. Ce canal permet de faire des mises à jour système, le guide des programmes, etc. Quand on change les chaînes, etc., ce canal reste le seul, donc la box sait en permanence quel est le programme, si vous êtes abonné, etc. Pour le cas du satellite, c'est inclus dans le transport stream au lieu d'être hors bande. La vidéo est envoyée en MPEG-2 ou en H264. C'est un format de transport standard pour les streams vidéo, donc à peu près tous les décodeurs hardware ou software comme VLC peuvent le lire. Par contre, le système de chiffrement est DigiCypher 2. Il ne suit pas les standards DVB que le reste du monde utilise. Donc le flux de transport MPEG est composé de paquets de 188 octets chacun. Chaque paquet a un PID qui permet de faire la différence entre les différents types de data. Les PID sont entre 0 à 0x1FF. Chaque PID a un stream élémentaire paquetisé MPEG, c'est un stream vidéo ou audio, ou alors le PID peut également table d'information de service. La table 0 est la table d'association des programmes qui contient la liste des programmes qui sont transportés sur ce flux de transport. La table d'association de programme est toujours trouvée sur le PID 0. La table 2 est la table de mappage programme qui contient une liste des Packetized Element Stream et le PID pour chacun, et aussi le PID de l'ECM. Donc, le PID pour le ECM, c'est où il y a le Entitlement Control Message qui sont envoyés, qui contiennent les informations qui sont utilisées pour générer la clé pour décrypter les paquets Packetized Element Stream. Donc, le système utilise deux types de ECM, la table 0x40 qu'il appelle ECM40 et la table 0x41 qu'il appellera ECM41. Donc, sur le PID 1, il peut y avoir une ou plusieurs tables d'accès conditionnel. La table ID 0, donc cette table, elle identifie un PID qui contient des EMM.
donc des Entitlement Management Messages, et ces messages sont utilisés pour définir les droits d'accès pour les set-top box individuels. Donc, le Et donc le support de la modulation TurboFEC 8PSK est encore moins commun dans le hardware courant. Un device qui supporte tous ces signaux, c'est le Genpix Skywalker 1, qui utilise un BCM 4500, un démodulateur BCM 4500 qui supporte le DC2 QPSK et le 8PSK. Ça fonctionne assez bien, mais les drivers Linux ont besoin d'être recompilés pour pouvoir supporter les modes DC2 2PSK. Et Updately a publié des patchs qui font ça. Donc pour ce qui est du câble, il y a pas mal d'adaptateurs qui supportent le QM256. J'ai utilisé un Hopage HVR 250Q en USB. Malheureusement, s'accorder sur le canal hors bande n'est pas supporté en général par les interfaces. Sur une boîte câble, c'est géré par le chipset intégré. Et pour les appareils style USB qu'on dit ClearQM, l'accès à la donnée hors bande n'est pas requis, donc vu que c'est uniquement utilisé pour la télé payante et pas le QM en clair. Donc, pour les interfaces satellite-interface, on peut des fois utiliser DVB Snoop pour voir les informations concernant le stream de transport. Beaucoup d'informations, c'est un peu trop, donc ce qu'il faut faire, c'est filtrer la sortie et trouver les infos intéressantes. DVB Snoop ne reconnaît pas toute l'étape DC2, parce que DCD n'est pas un système standard et que DVB Snoop cible les systèmes standards. Donc DVB Snoop ne pourra pas tout vous dire sur le flux de transport, mais c'est toujours un outil très utile pour l'information qui permet d'accéder, à laquelle il permet d'accéder. DVB Snoop et la plupart des autres outils et documentations désignés pour le standard DVB, les autres standards comme ATSC. Donc DigiCypher, câbles et satellites utilisent beaucoup de tables non standards pour transporter l'information satellite. Pour la câble TV, certaines tables sont standardisées par le SCTE 65. Il n'y a pas de BAT ou de SDT comme on pourrait attendre dans le DVB. Au lieu, il y a un Virtual Channel Table qui map et transport stream les programmes sur des numéros de chaîne. Donc l'EPG n'est pas non plus au standard DVB, donc il n'y a même pas une information courante pour le prochain programme. Donc il y a un autre device, le HD Home Run Prime, qu'on peut connecter au réseau qui a 3 tuners et qui gère les cartes câble card. Les set-top box que j'ai utilisés datent d'avant cette époque, bien que des nouvelles box l'utilisent et supportent le DC2. Donc, malgré tout, on peut même pas utiliser la donnée hors bande, elle n'est pas accessible directement avec le HD Home Run, autrement que par l'interface Cable Card. Donc, il a utilisé un analyseur logique qu'il a inséré dans la carte Cable Card pour avoir les signaux de données et de clock. Et il a écrit un software en utilisant le SDK de Saleh pour capturer le flux démodulé QPSK, faire du désentrelacement, de la dérandomisation et de la correction d'erreurs en avant, et obtenir un flux de transport MPEG. Donc finalement, il obtient bien avec sa configuration un flux de transport à 2 mégabits qui a l'air standard, qui se comporte normalement et dans lequel on trouve les messages d'accès conditionnel, les informations sur les guides des programmes, etc. Tout ce qu'on n'a pas dans le flux de transport QM principal. Donc il y a 2 bits dans chaque paquet qui indiquent si le paquet est scramblé avec la clé pair, la clé impair ou pas scramblé. La clé est changée assez souvent. Les systèmes DVB changent typiquement toutes les 5 à 30 secondes, le DC2 toutes les 133 millisecondes ou toutes les secondes. Et la clé alterne entre pair et impair. La clé impair est utilisée quand on met à jour la clé pair et vice-versa. Pardon.
Un flux de transport chiffré est envoyé par le câble et le satellite. Ça passe par le descrambler dans le processeur d'accès conditionnel et le résultat est un flux décrypté de transport qui peut être lu par le décodeur MPEG. Le descrambler utilise une clé de travail, une clé 56 bits en DES qui change tous les 133 millisecondes ou des fois toutes les secondes. Cette clé de travail est générée pour chiffrer le nombre de champs des paquets ECM par la clé de programme. La clé de programme en DES aussi provient du paquet du message ECM 41 et est chiffrée avec la clé de catégorie. La clé de programme est unique à chaque canal et change tous les jours, ou pour chaque événement de pay-per-view. La clé de catégorie également en DES est partagée par tous les set-top box qui sont autorisés pour telle ou telle chaîne. La clé de catégorie est envoyée à chaque set-top box individuellement dans un message EM95. Cette clé change typiquement tous les mois, mais beaucoup d'opérateurs changent beaucoup moins souvent que ça de clé de catégorie. Pour décrypter le EMM, afin d'avoir la clé de catégorie, des seed keys sont utilisés. Donc chaque STB a un set de clés 56 bits DES qui sont dans une RAM à batterie qui sont initialisées donc durant la manufacture de la box. Pour la durée de vie de la STB, ces clés sont utilisées pour créer des EMM sécurisés. Donc, ça crée une chaîne entre les seed keys initialisés à la manufacture à la décryption du flux MPEG. À l'intérieur d'une STB satellite, on peut voir les principaux composants du système. Le signal entre dans le tuner et passe à travers des modulateurs qui sort un flux de transport. Le flux de transport passe à travers le processeur d'accès conditionnel et ensuite envoyé au décodeur MPEG afin d'être sorti sur la TV. Un microcontrôleur 68K est utilisé comme le contrôleur principal de la setup box qui communique avec le décodeur MPEG ainsi qu'avec le processeur d'accès conditionnel à travers un bus SPI. Une batterie provide de l'électricité à la CP afin qu'il garde son state RAM. Il y a un slot de TV Pass près de la lime. C'est un slot de mise à jour avec un connecteur pour card qui permettrait des mises à jour de sécurité qui n'a jamais utilisé vu que le système est resté sécurisé jusqu'à présent. Et maintenant, il n'y a plus le slot. Donc, ces clés seront probablement jamais utilisées. Et dans une boîte câble, c'est un peu comme dans une boîte satellite, mais elles sont plus intégrées en général. Le signal entre dans le tuner, passe dans un chip Broadcom qui fait la démodulation et qui gère aussi le décodage MPEG après que le flux de transport soit envoyé à l'ACP pour la décryption. On a aussi un 68K qui est utilisé comme contrôleur principal de la set-top box, qui parle toujours en SPI à l'ACP. On a toujours une batterie pour que l'ACP garde son statut et on a de la NVRAM également utilisée. Il y a un slot TV Pass sous la carte mère qu'on peut pas voir sur cette photo. Dans les boîtes câbles, il y a un deuxième tuner qui permet de recevoir la donnée hors bande. Et il est donc indépendant du teneur principal sur une bande de fréquences différente. Et il est utilisé pour fournir le flux de transport qui contient les informations système, le guide des programmes, les mises à jour système, les IMM, etc. Donc là, on voit le chip qui fait l'accès conditionnel. C'est un TQFP à 100 pins. Donc on peut voir de ce qui en est marqué que c'est un system on chip custom qui est fabriqué par General Instrument Corporation, GIC. Tout le déchiffrement est fait dans l'ACP et toutes les clés sont uniquement contenues à l'intérieur de ce chip. Les box plus récentes utilisent des versions plus récentes de l'ACP. Mon étude se concentre sur la version originale, donc le chip qu'on voit ici. Et tant qu'on utilisera des set-top box avec ce chip dedans, ça reste une cible intéressante. Et donc on ne sait pas si les nouveaux ACP incluent des features plus avancées de sécurité ou si c'est juste des mesures de coût qui les rendent plus petits, ça. Il ne sait pas. Donc on a des pins intéressantes que j'ai étiquetées ici. La pin 1 est en haut à gauche. Il y a une interface esclave SPI sur les pins 1 à 5 qui est utilisée pour la communication avec le contrôleur principal de la set-top box. Il y a un pin de batterie backup qui est connecté à une batterie 3 volts pour garder le contenu de la RAM interne intact quand on débranche la set-top box. Il y a une entrée pour le flux série transport sur les pins 88 à 92 qui reçoivent la donnée du démodulateur. Et une sortie de flux série sur les pins 28 à 33 qui envoie le clair texte au décodeur MPEG pour l'affichage sur la télévision.
Donc à un moment donné, j'ai écrit un software pour un AVR32, que je ne vous montre pas ici, qui a un périphérique série synchrone qui supporte l'envoi et la réception de données aux 27 mégabits du flux de transport. Donc c'était assez dégueulasse, mais au lieu de la nettoyer, je l'ai utilisée telle qu'elle. Elle était limitée à 64 kilooctets de replay et juste du logging. Bon. Ce que ça m'a montré, c'est que le flux de transport passe à l'intérieur de la CP, que les PID sélectionnés sont déchiffrés et qu'on a un flux de transport complet qui sort, mais avec uniquement le programme sélectionné qui est déchiffré. Donc cette interface n'était pas très utile. Plus tard, quand j'ai voulu faire des recherches plus poussées, j'ai fait ça en utilisant un SCP que j'ai mis sur une breadboard et sur laquelle je pouvais contrôler la clock série. Donc c'était facile pour moi d'utiliser un XMega EVR pour envoyer et recevoir le transport stream par la CP beaucoup plus lentement. Donc voilà ce que j'ai utilisé comme XMega pour le SPI et le transport stream. Pour monitorer la data transférée entre le contrôleur principal de la box et l'ACP sur le bus SPI, il a utilisé l'Atmel XMega board de développement. Donc il a configuré 2 ports SPI comme esclave avec un signal MOSI connecté sur un et un signal MISO connecté sur le MOSI input du deuxième port. Donc, il reçoit des bytes de l'ACP sur un port envoyé par le contrôleur set-top box de l'autre port envoyé par le contrôleur ACP. Donc, dans le cas où il veut parler directement de l'ACP ou au contrôleur principal de la box, c'est uniquement nécessaire de connecter à la fois le MOSI et le signal MISO d'une des interfaces SPI. Donc, en loguant le bus SPI entre la box, enfin le contrôleur principal de la box et l'ACP, on voit que l'information du niveau de l'accès, enfin du niveau courant d'accès envoyé depuis l'ACP. Donc, l'ACP reçoit aussi des EMM depuis le bus SPI. Les EMM sont filtrés par UA afin que l'ACP reçoive seulement des messages destinés à la setup box spécifique. Donc, commande 04 inclut la catégorie actuelle de clés d'époque et les pieds select en cours d'utilisation. La commande 05 contient les UA. La commande 13 retourne les subscriptions autorisées tierces. Donc, à travers l'interface SPA, le contrôleur de la box dit à l'ACP quel PID à décrypter et avec quel ECM PID. Donc, toutes les données vraiment intéressantes sont contenues à l'intérieur de l'ACP et le chip lui-même ne dit jamais au bus. Donc ensuite, j'ai commencé à faire de l'étude invasive du chip sous un microscope. Donc le coût des microscopes peut aller de quelques centaines à des dizaines de milliers de dollars ou même plus pour des microscopes à électrons ou d'autres équipements spécifiques. J'en utilise différents types. Ça, c'est un Mitutoyo FS70. Donc ils sont souvent utilisés pour le microprobing, mais c'est aussi utile pour d'autres choses. Pour ce projet, j'ai pas fait de microprobing, mais j'ai utilisé ce microscope parce que je pouvais l'utiliser, il était disponible. Et pour utiliser ça, de l'équipement encore plus basique peut être utilisé, mais bon, si vous avez de l'équipement haut de gamme, ça peut être plus sympa de s'en servir. Et j'utilise aussi un Zeiss Axiotron qui sert à l'inspection de wafers et qui a une qualité optique vraiment très bonne. Donc j'ai dit qu'on peut utiliser de l'équipement plus basique, c'est vrai, mais quand on rentre dans ce genre de domaine, il vaut mieux avoir de l'équipement meilleur. Donc j'ai à peu près 10 000 dollars de setup là entre le microscope, la caméra, le scan XY, etc. Donc pour regarder sous le microscope, il faut désencapsuler en utilisant de l'acide nitrique fulminant. Donc on met de l'acide chauffé, on le laisse tremper dedans, ça réagit, après on le rince dans l'acétone et bon, l'acide nitrique c'est super agressif, c'est important de faire attention comme on s'en sert, mais c'est assez facile. Hein. La plupart des gens, il faut pas faire ça chez soi, ou alors il faut avoir un casque à fumer, quoi.
Une fois qu'on a décapsulé le chip, on a le chip avec les bonding wires et on les enlève avec des pinces à épiler et on peut donc ensuite voir les grandes structures du chip. La moitié est couverte par un plan de métal et l'autre moitié, on arrive à voir le circuit dessus. Donc ceci est une image du chip sous le microscope qui a été créé à partir de plus petites images assemblées. Donc en regardant au chip décapsulé sous le microscope, on voit le plan de métal sur le chip, les fils sur le dessous du chip et une logique en spaghetti, des lignes sur tout le chip. Donc pour dilayer le chip, il a utilisé de l'acide hydrofluorique. Donc il a acheté quelque chose en magasin Brico aux États-Unis. Donc c'est très utile pour dilayer des chips. Donc il a utilisé du wink dans un bécher qu'il a chauffé, agité, afin que le chip soit touché de manière plus régulière. Donc le décapement n'est pas parfait, mais c'est toujours utile. On a toujours des résultats utiles avec cette technique. Il faut vraiment pas respirer les fumées. Faites ça dans votre garage, mais avec une protection. Donc, après un moment dans la solution Wink chauffante, j'ai rincé et mis sous le microscope. Donc, on a donc enlevé le plan métallique du haut et on peut voir ce qu'il y a dessous. Donc, on peut voir des effets visuels du fait que le décapage soit pas parfait, mais bon, c'est suffisant pour pouvoir regarder. Donc, en haut à gauche, les grands rectangles, c'est la RAM. Les 4 blocs en haut à droite, c'est la ROM. Et on a de la logique qui relie ces blocs à la zone logique qui est plus bas. Et je voulais savoir ce qui était encodé dans la ROM, donc j'ai continué à enlever des couches, donc je l'ai remis dans le Wink, et hop, ça enlève une nouvelle couche de métal. On peut toujours pas voir les bits de la ROM, donc hop, une nouvelle étape. Et là, on voit davantage d'effets du fait que le décapement soit pas parfait, mais bon, on peut toujours s'en servir pour l'analyse. Après la troisième trempette dans le Wink, on a enlevé encore plus de métal, et à ce point, c'est très inégal. On peut voir que les blocs de ROM ont été à moitié décapés sur une couche, et sur l'autre moitié, la couche reste. C'est difficile de faire ça de manière totalement consistante si on n'a pas d'étapes telles que le polissage entre les... Et j'avais pas de polisseur à cette époque. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Et on arrive maintenant à voir certains bits dans certaines zones de la ROM. Donc j'ai continué à etcher pour essayer d'avoir une ROM clean. Donc, à présent, on peut voir assez clairement les bits de la ROM. Ils sont rangés en colonnes. Et dans cette image, un point noir qui est visible, c'est un 1. La qualité d'image est très importante. Plus la photo est bonne, plus les bits vont être visibles. Mais bon, c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit parfait. Il y a des softwares qui améliorent ça. Et on peut faire du stitching et de la correction d'image. Et au final, on peut arriver à tout avoir. Une fois que les bits visibles sont exposés, qu'on prend des photos, on peut extraire les bits en utilisant un software d'analyse d'image. Ou on peut aussi les extraire manuellement. Cette ROM fait 32K, plus de 268 000 bits, donc une extraction manuelle, c'est beaucoup de travail. C'est plus efficace d'utiliser un software. Donc j'ai écrit un software pour analyser les images, identifier les 0 et les 1. Les bits qui sont marqués par une boîte jaune sont des 0 et boîte bleue sont des bleus. J'utilise le software pour analyser l'image et ensuite je peux facilement identifier des erreurs manuellement, enfin visuellement, dans les résultats. Une fois que j'ai extrait les bits des photographes, j'ai une version binaire de la ROM. Donc c'est une représentation visuelle des bits extraits que vous voyez là. Les boîtes noires c'est des 1, les boîtes blanches c'est des bits à 0. Et donc dans cette image, à présent vous voyez les 13 colonnes inférieures des bits de la photographe. On peut y distinguer des patterns visuels, ce qui est une bonne indication comme quoi la ROM n'a pas été scramblée. Cette image montre la fin de la ROM, où on voit un pattern, vu qu'il y a des octets de remplissage, de padding, qui remplissent l'espace inutilisé. Et
tout à la fin de la ROM, le pattern est interrompu. C'est là où la table de vecteurs existe, qui indique l'adresse des handlers de reset et d'interruption. Donc on a des filler bytes et après entre FFF6 et FFFF on a notre table de vecteurs. Une fois qu'on a décodé les bits en octet, on peut étudier l'xdump. Donc on a une string de copyright 97 CHCC en ASCII qui permet de nous montrer qu'on a décodé correctement. Si on peut lire l'ASCII, c'est que les bits sont dans le bon ordre. Donc, dans ce cas, le décodage, c'est juste organiser les bits en octets et c'est fait de manière vraiment simple. Il n'y a pas de scrambling ou d'autres complexités. Et une fois qu'on a extrait le contenu des ROM, on peut désassembler, analyser le logiciel. Donc la première étape, identification de l'architecture du CPU. En étudiant le dump binaire, apparemment c'est un 8 bits, mais c'était ni un 8051 ni un 6805 ou un autre que j'ai essayé d'abord. Même, puis j'ai essayé en 6502 et là le code avait l'air de faire sens. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais regardé un access controller plus ancien qui était utilisé dans le VideoCypher 2, un ancêtre du DigiCypher, et on pouvait voir un copyright string de WDC qui licence la propriété intellectuelle de Core 6502. Donc ça aurait été un bon indice pour l'architecture CPU si je m'en étais rendu compte plus tôt. Pour le désassemblage, j'ai utilisé IDA qui supporte le 6502 et qui est très puissant. Donc, en plus du désassemblement, il a utilisé des simulations du 6502 pour étudier la software dans un processeur virtuel. Donc la simulation était vraiment utile pour désassembler le software parce qu'il a bien vu ce qui se passait en fait à l'intérieur du software. Donc, comme le 6502, c'est une architecture bien connue, c'était pas difficile de trouver un simulateur, même open, avec du code source. Donc le 6502 était utilisé dans des ordinateurs 8 bits, comme l'Apple II ou le Commodore 64. Donc il y a beaucoup d'enthousiastes et beaucoup d'informations sur cette architecture. Donc quand il a commencé à comprendre cette architecture du système on a chip, en désassemblant le software, il a ajouté quelques features au simulateur pour émuler quelques propriétés du hardware. Donc, une des premières choses qu'il a trouvées en désassemblant, c'est qu'il y avait deux modes d'opération. Pendant le startup, les valeurs en RAM étaient checkées, et si l'ACP n'avait pas été initialisé, il entre dans un mode de personnalisation utilisé pendant la manufacture pour assigner une adresse d'unité et des seed keys. Donc dans des conditions normales, après la box est sortie de l'usine, le software de personnalisation est contourné, puis l'ACP lancera toujours l'application principale. Donc, il y a 8 tâches qui sont exécutées en parallèle pour décrypter jusqu'à 2 chaînes en même temps. On a 2 tâches pour gérer les messages ECM40 et la génération de clés de travail pour la décompression du flux de transport, et 2 tâches pour gérer les ECM41 et la génération des clés de programme qui sont utilisées ensuite pour traiter les ECM40. On a une autre tâche qui utilise le processing de l'EMM. Il y a une tâche pour communiquer avec l'interface TTPass pour les mises à jour de sécu et une tâche pour gérer les messages de l'interface SPI. Comme l'ACP a un système on chip propriétaire, il n'y a pas de documentation disponible qui décrit les capacités hardware, donc le désassemblage a été étudié, les registres IO ont dû être devinés basés sur leur utilisation dans le software. Donc il y a un esclave SPI périphérique qui communique avec le contrôleur de la box. Donc le SPI périphérique envoie et reçoit directement des données depuis la RAM, le signal est set pour montrer qu'un transfert est complet. Donc il y a un descrambler de flux de transport, donc la clé de travail est définie dans le hardware et le descrambler va sortir le flux sorti descramblé sur le port. Il y a des filtres pour l'identifiant de programmes qui sont définis en SPI par le contrôleur principal de la box. Ces filtres sélectionnent quel flux audio et vidéo déchiffré et quels paquets SIM doivent être reçus par les CP.
Les SIM qui sont reçus sont placés dans la RAM et le 6502 est notifié qu'il y en a un nouveau par un bit dans un registre. Donc à ce point, j'ai commencé à avoir une idée de comment le système fonctionne. Il a étudié le flux de transport MPEG et logué des ECM et des EMM. Il a logué le bus SPI et compris les messages entre le contrôleur de la box et la CP. Il a été capable d'extraire toute la ROM et il a désassemblé le software et lancé dans la simulation. Donc, il y a quelques clés trouvées dans la ROM, des clés fixes qui ne changent jamais et qui sont utilisées quand une chaîne a un preview gratuit, par exemple pendant le week-end. Donc chaque SCB qui a n'importe quelle autorisation dans le passé est capable de décrypter ces chaînes qui sont encryptées utilisant une clé fixe. Donc à ce moment-là, il lui manquait encore une information importante de la CP, donc les seeds, les clés de seed, les clés de catégorie et les programmes de clés qui existent seulement dans la RAM. Donc pour décrypter des chaînes qui ne sont pas en accès gratuit, c'est pas possible. Donc le CM40, le message de CM40 est utilisé pour générer les clés de travail et utilisé pour déterminer le flux de transport MPEG. Donc il y a une idée de service utilisé pour identifier chaque channel et un compteur de frame qui est utilisé avec la clé de programme pour calculer la clé de travail. Donc, le mode de chiffrage identifie si la chaîne est en train de fonctionner en mode clair ou crypté. Vous trouverez les slides. Le CM41 contient la clé de programme chiffrée qui est nécessaire donc pour processer le message de CM40. Il y a un ID de provider qui indique les abonnés de quel opérateur ont accès au message. Et c'est le même service ID que pour les ECM40. La période de catégorie dit quelle est la clé de catégorie à utiliser. Il y a aussi des informations sur la durée de validité de cette clé. Le CM41 contient une ou plusieurs types d'abonnements qu'on doit trouver dans l'ACP pour permettre d'accéder, de lire le message. Ces slides montrent à quoi ressemble une demi-seconde de CM40 et de CM41. Donc pour arriver à détrembler le programme, l'ACP doit processer le CM courant pour avoir la clé de programme et ensuite processer un ECM40 pour avoir la clé de travail. Donc la clé de travail est utilisée ensuite par le descrambler pour décrypter le flux de transport. Jusqu'à ce que l'ACP reçoit le CM41 avec la clé courante ainsi que le CM avec le compteur de frame, c'est pas encore possible de décrypter le flux de transport. Donc les clés de travail ont un lifetime assez court, de seulement 133 millisecondes. Une série de CM montrée ici se passerait dans une période de demi-seconde. Les EMM sont divisés en 4 parties, chacune qui contient une portion de la souscription pour cette box précise. Une clé de catégorie est calculée pour chacune des 4 parties et cette clé est calculée pour chaque partie, doit matcher où l'EMM va être rejeté, l'autorisation et la clé de catégorie ne vont pas être utilisées par la CP. Quand le premier ECM, donc la part 0, est reçue, l'autorisation de données à l'intérieur de la CP est resetée et va être remplacée avec la donnée d'autorisation de l'EMM. Quand le suivant de l'EMM, donc la part 1, est reçue, l'autorisation actuelle à l'intérieur de l'ECP, donc de la part 1 est hachée avec la data de l'EMM par 1. Donc si le résultat est correct, donc l'autorisation, la donnée d'autorisation de l'EMM par 1 est copiée dans la CP avec l'autorisation existante de la donnée d'autorisation de l'EMM par 0. Donc si le résultat est incorrect, l'autorisation de l'ACP va être effacée. Donc ça c'est un exemple de EMM. Chacun des 4 EMM contient de l'information sur, telle que l'adresse d'unité, quelle catégorie. Donc, le MM contient 2 clés de catégorie, une pour l'époque actuelle et aussi celle pour l'époque suivante. Donc quand on change d'époque, l'ACP a déjà la nouvelle clé. Pour déchiffrer les clés de catégorie de l'IMM, la clé racine contenue dans l'ACP est utilisée. Les clés racines sont uniques à chaque ACP et sont assignées lors de la fabrication. Les IMM sont transmis hors bande sur les systèmes câbles, mais ils sont passés dans le flux standard pour les systèmes satellites. Donc au niveau de l'ACP, il n'y a aucune différence entre les systèmes câbles et les systèmes satellitaires.
Donc, à présent, ça devrait être possible de déchiffrer des chaînes qui utilisent une clé fixe. L'analyse de la ROM m'a montré que les algorithmes utilisés pour gérer les ECM et générer la clé. Les clés fixes sont connues parce qu'elles sont en ROM. On pourrait se demander s'il y a des possibilités d'erreur sur des bits vu le process qu'on a utilisé de reconnaissance optique. Mais ces clés sont confirmées comme correctes parce que le software en ROM fait un checksum sur les clés. Et vu que le checksum a réussi, ça indique que les clés sont correctes, probablement correctes. Mais quand j'ai essayé de déchiffrer une chaîne à clé fixe, il y avait un problème, ça fonctionnait pas. Alors, je ne savais pas si c'était un problème dans mon implémentation de déchiffrage ou quelque chose d'autre. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un bit dans le CM qui, quand il était 7, provoquait un bit dans le périphérique hardware de la CP à être 7 ou également. Le but de ce bit était pas très clair, mais son adresse est assez proche de celle de la clé de descrambling du transport speed. Donc je me disais qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que du standard IIS au niveau chiffrement. Donc, pour en apprendre davantage, j'ai commencé à faire du glitching. Si je peux glitcher le chip, je peux trouver comment lire, écrire de la mémoire, faire plein de trucs bizarres, et exécuter mon propre software. Et donc, le VCC a une clock interne, donc ça semblait intéressant de glitcher le VCC. Et il est probablement susceptible vu son âge. Parce que c'est plus récent les protections sur le VCC glitching. Donc mon design de glitching est assez simple, donc il est basé sur le développement de board XMega. Donc il utilise le XMega pour communiquer avec la CP à travers le SPI et de contrôler les glitches. Une série 74 4053 analog switch a été utilisée pour switcher rapidement entre la CP et VCC et entre deux niveaux de voltage différents. Donc, une autre partie du breadboard est un oscillateur pour apporter des inputs clock nécessaires pour la CP pour opérer, un invertisseur et un gate NAND pour couper le CLK pendant le glitch. Donc, pour simplifier le setup de test, la CP a été enlevée de la setup box et soudée sur une breakup board. Donc, dans le process, la RAM sur batterie a été déconnectée, les clés sont perdues dans le but de développer un glitch qui fonctionne, qui est OK. Donc, ce setup assez simple de glitching est très flexible. Le breakboard peut être modifié pour tester différentes idées et peut être reconfiguré rapidement. Pour tester les glitchers, pour trouver si ça va fonctionner et quel niveau de voltage fonctionne, on peut envoyer une commande à la CP, ensuite glitcher, voir si la réponse de la CP est anormale. Donc la stratégie générale est de baisser le voltage jusqu'au point où le chip va parfois recéder à cause du glitch. Donc en ajustant les niveaux de voltage et la longueur de glitch et le timing quand le glitch va arriver, il a réussi à créer des réponses ACP altérées. Donc, le checksum sur les paquets SPI est très facile, est très utile parce que quand il y a des données unusual qui sont reçues de la CP avec une checksum valide, c'est un bon signe que le glitch a causé une faute temporaire et que le CPU a ensuite pu continuer son opération normale. Donc, en fonction du glitch, à partir du moment où j'ai eu un glitch qui marchait, j'ai pris ce circuit et j'ai fait un PCB que je pouvais brancher directement sur ma carte XMega. Ça fait la même chose que le breadboard, mais moins de risque d'accident, de débranchement, etc. Le circuit était assez simple pour faire du simple face, donc j'ai pu le décaper à la maison. Donc maintenant, mon but, c'est de faire exécuter le code de mon choix par la CP. Vu que le 6502 est une architecture de von Neumann, le code et la mémoire sont dans le même espace mémoire. En désassemblant le software, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'air d'y avoir de pagination mémoire ou de MMU. Le software dans la ROM est complet. On n'utilise jamais la RAM ou les PROM pour contenir de l'exécutable. Donc il n'y a pas de jump dans ces zones à exploiter. Il y a peut-être des features qui empêchent d'exécuter du code hors de la RAM. Donc j'ai voulu voir si la RAM était exécutable. Donc je vais envoyer un message en SPI. Je sais que ce message va être stocké dans la RAM. Ce message contient du code exécutable 6502 qui va se copier dans une zone de la RAM non utilisée, s'exécuter depuis cette zone et envoyer un ACK si ça fonctionne.
Vu que j'avais étudié l'emploi de l'interface SPI dans le code de la ROM, j'ai été capable de créer une payload exécutable qui allait continuer à recevoir des commandes après qu'il ait pris le contrôle de l'ICP. Donc j'ai regardé s'il y avait des instructions multibytes dans le code de la ROM qui contenaient au sein d'elles, si on les décomposait, un jump vers une opcode qui enverrait sur ma payload. Vu qu'on a un seul espace d'adresse sur les CP, on a beaucoup d'opportunités pour glitcher, pour créer de l'exécution, pour atteindre la payload. Donc il y a plusieurs scénarios. On peut corrompre la pile. N'importe quel flux anormal de programme a une possibilité d'atterrir dans mon code. Une architecture de von Neumann sans une gestion de mémoire forte est un terrain fertile pour le glitching. Tout ce qui est en RAM peut être potentiellement exécuté. Donc à ce point, il y avait encore des trucs que je savais pas trop, mais c'était possible que j'ai réussi. L'ACP fonctionne par une plug interne, et le task switching basé sur les instructions rajoute des divergences de timing. Donc si j'envoie la payload, que je décale, que je glitch, est-ce que ça marche pas, je change le délai, je réessaye. J'essaie de viser une instruction que j'ai identifiée comme possiblement corruptible vers un jump, mais il y a beaucoup d'inconnus. C'est comme la pêche. J'ai une cible, mais je sais pas si je vais vraiment l'atteindre ou si ça va avoir la... Donc parfois la pêche est bien. Donc assez rapidement, l'ACP a retourné un ACK qui a donc démontré un glitch successful. Le premier glitch qui a réussi a pris quelques heures pour être trouvé et c'était possible de le faire marcher de manière répétée en quelques minutes ou même quelques secondes. Donc maintenant il avait son code qui s'exécutait en RAM, il était capable d'envoyer à l'ACP plus de code qu'il devrait exécuter. Donc ça lui permet de lire des adresses mémoire. Donc il a écrit une application simple pour faire des glitches assez simples et interagir ensuite avec le code payload qu'il a installé en backdoor dans la RAM. Donc ce programme lui a permis d'entrer une adresse et une longueur et d'avoir des data en retour ou d'écrire en mémoire. Donc il y a aussi un support pour définir les clés, les données et faire du décryption DES et des encryptions DES en utilisant l'hardware DES périphérique de l'ACP. Donc quelque chose qui a remarqué, c'est qu'il y avait 2 kilobytes dans la ROM qui, quand il essayait de lire, il y avait le chip qui se resetait. Donc cette area de ROM contenait les routines de personnalisation qui ne sont jamais utilisées après que le device quitte l'usine. Il y a aussi une protection qui évite de modifier les clés SID. Si on essaye d'écrire à cet endroit, ça fait rien. Donc il y a des adresses spécifiques dans la RAM qui peuvent pas être lues ou sinon le chip se verrouille. Donc il y a des pièges qui ont été mis en place comme feature de sécurité. Donc son truc peut uniquement résider dans la RAM, on peut pas mettre de backdoor permanente. Et vu qu'on peut exécuter du code sur les CP et recevoir une réponse, on peut lire la ROM pour avoir ses contenus sans les erreurs du process optique d'extraction. Et si on compare, on peut voir combien d'erreurs on a eu avec l'extraction optique, donc c'est pas trop mal. C'est assez bon pour comprendre le software et arriver jusque là quand même. Il y a juste un octet dans lequel il y a plus de 1 byte incorrect. La plupart des erreurs étaient assez obvious quand on a des assemblages du software. Si une instruction fait pas sens, mais qu'en changeant un simple bit, elle fait sens, c'est probablement une erreur. J'ai pas maintenu un compte détaillé, mais je crois que j'ai attrapé la moitié des erreurs de bits de la ROM quand je l'ai désassemblé avant de commencer le glitching. Les clés intéressantes dans la CP sont toutes stockées uniquement en RAM. Donc la clé de travail, la clé de programme de catégorie et la clé racine. Les clés sont protégées, la batterie est protégée par batterie. Donc si on les perd, on perd les clés pour toujours et ça devient inutile. C'est possible de glitcher la CP, de lire de la mémoire, mais le glitcher travaille une fois qu'on a enlevé le chip de la set-top box. Par contre, faire ça dans le circuit, ça pose problème avec tous les pins connectés, etc. Il faut le déconnecter d'autres parties. Donc une alternative, c'est d'enlever l'ACP de la set-top box, de la mettre sur une breakout board sans débrancher la batterie et effacer la RAM. Plutôt que de modifier la set-top box, où c'est que chacun des différents modèles devrait avoir des modifications uniques, il a décidé d'enlever la CP avec une batterie encore attachée. Donc le plan était d'enlever la CP
avec la batterie et pendant que la Starbucks était encore allumée, qui providait du VCC. Donc, en utilisant un petit tool qu'il a créé à partir d'une lame de rasoir et puis un Dremel, qu'il a ensuite attaché sur le manche d'un tournevis. Donc, il a pu enlever les pins, attacher une batterie externe. Donc, après avoir attaché une batterie externe, la set-top box était débranchée et l'ACP peut être enlevée sans perdre l'état interne. L'ACP peut être enlevé, glitché et replacé éventuellement même sur la set-top box. Donc, une fois que les clés intéressantes ont été extraites, ce ne serait même plus nécessaire de replacer l'ACP dans la set-top box. Donc l'ACP est maintenant placé sur une board breakout et connecté sur le glitcher. Donc pas tous les pins doivent être connectés, juste quelques pins sont utilisés en fait par le glitcher. On peut aussi voir à ce point que le glitcher du Project Box a un setup bien amélioré depuis le setup Breakbox. Donc le timing des réponses ACP est différent sur un chip avec une RAM valide comparé au chip d'avant qu'il a glitché avec la RAM corrompue. Il n'a pas confirmé que la cause du timing, enfin la différence de timing, donc si c'était à cause d'un oscillateur différent ou juste un pass de software différent. Donc maintenant, on peut lire le contenu de la RAM d'un ACP valide, comprenant notamment les clés de clé. Donc si la set-top box a une autorisation courante, et ainsi que les seed keys utilisés par cet ACP pour décrypter les EMM. Donc avec une clé valide de catégorie, les ECM peuvent être décryptés et une clé de travail correcte peut être calculée pour n'importe quelle chaîne. Donc maintenant que je pouvais faire tourner mon propre code sur l'ACP, regardons le descomplique du flux de transport. Il y a un registre matériel qui est set ou unset selon un bit dans les messages ECM40. Donc quand c'est clair, on utilise du DS standard. Et sinon, le descomp va faire des choses un peu différemment. Il y a un autre registre de 8 bits au niveau de la zone du périphérique DES. Quand c'est à 0, c'est du DES standard. Sinon, il fait des choses différentes. Donc j'ai voulu regarder, faire du reverse au niveau des portes logiques du chip pour comprendre. Et donc il utilise de la vieille technologie, donc ça devrait être possible de faire ça. J'aimerais bien éviter ce travail supplémentaire, si c'est possible, ça prendrait beaucoup de temps et donner des résultats imparfaits. Donc j'ai essayé de caractériser les modes de scrambling. Donc dans un paquet du transport stream, on a un header de 4 bits et 23 blocs de 8 bits chacun, 8 octets chacun. Donc le DES opère sur ces blocs de 64 bits. Et si je flippe un bit dans l'entrée chiffrée, on peut faire la différence entre de l'ECB, du CBC et de l'OSB. Donc si on flippe un bit et que le bloc correspondant dans le bloc suivant est flippé, ça veut dire qu'on utilise du CBC. Donc, j'ai aussi fait des études du timing en fonction des différents switches de mode de décryptage. Ça n'a rien changé. Donc, apparemment, les propriétés internes du DES n'ont pas changé. En utilisant les CP comme oracle de déchiffrement, j'ai pu déterminer que la customization affectait chacun des 23 blocs du paquet de transport différemment. Ensuite, il a utilisé des clés DES faibles, donc c'est des clés qui ne sont pas recommandées pour être utilisées avec DES parce que leurs propriétés affaiblissent la force cryptographique. Donc une clé avec tous des 0 ou tous des 1 va faire que DES va encrypter ou décrypter avec un résultat identique. Donc en passant les mêmes données à travers l'encryption et la décryption, va donner le même résultat. Donc en utilisant ça sur l'ACP configuré pour du DES standard, et il teste si il y a un comportement de wiki. Donc en regardant le registre hardware, en testant le périphérique 10 avec différentes valeurs pour le registre 8 bits et en utilisant les clés faibles, montre que le standard DES a un comportement attendu pour les clés faibles. Basé sur l'idée que la customisation hardware va uniquement affecter la clé, donc la customisation la plus simple qu'il pourrait avoir, c'est un masque XOR appliqué sur la clé avant qu'elle est utilisée pour la décryption DES. XOR a uniquement besoin d'un seul gate en série avec le moteur DES. Donc en utilisant une seule clé peut causer les effets observés. Donc flipper plus que 28 bits est inutile.
Donc ça, c'est la même que d'invertir toute la clé et ensuite appliquer un masque XOR pour flipper moins de bits. Donc j'ai écrit une boucle for fantastique de 16 niveaux de profondeur pour tester toutes les possibilités en flippant 1 bit, puis 2 bits, 3 bits, etc. jusqu'à 16. Pour tester toutes les clés, ça prend peu de temps. Et donc j'ai eu assez rapidement des résultats assez prometteurs, donc ma théorie était bonne. Et certains blocs ont aussi peu que 3 flips, ça prend quelques secondes pour identifier. Donc j'ai identifié les masques XOR qui correspondaient et j'ai fait tourner le software jusqu'à ce que j'ai trouvé tous les 23 masques XOR. Donc j'ai fait un bruit de force pendant quelques jours et en analysant qu'est-ce qui flippait quoi, on peut trouver en fait le pattern et j'aurais pu faire ça en une seconde, identifier tous les masques. Après avoir résolu le premier problème de customisation du matériel, donc la théorie, comme quoi la seconde customization, c'est un masque XOR sur la donnée, est aussi prometteur. Ça fait sens qu'on fasse du XOR un peu de la même manière. En utilisant la CP comme Oracle, une clé connue et de la data ont été déchiffrées avec toutes les valeurs du registre 8 bits. Donc une attaque logicielle de cette fonction a fonctionné et on a identifié 255 masques XOR et le comportement attendu fonctionnait. Donc, en fait, j'ai jamais vu cette customisation de deuxième niveau utilisée. Ça a été gardé comme contre-mesure au cas où la première était piratée, mais ça n'a jamais été rendu nécessaire vu qu'il n'y a jamais eu de faille de sécurité sur ce système. Avant d'implémenter une softcam, donc une implémentation software d'un descrambler, quelques détails cryptographiques doivent être identifiés. Donc à ce point, il avait tous les outils pour faire. Le vecteur d'initialisation utilisé pour le CBC peut être trouvé à travers un simple XOR et avec les blocs courts, donc moins que le bloc de 64 bits DES, peut être identifié de manière identique. Donc, avec tous ces détails, une implémentation software d'une description de MM avec les clés de théorie et une description de CM avec une clé de programme et des clés de travail peut être fait. Donc voilà, maintenant tout fonctionne. Il a été capable de tester et ça fonctionne complètement sur les systèmes câbles et satellites. Donc ça, c'est un screen qui a broadcasté avant qu'un event pay-per-view est live. Donc avec les algorithmes ECM et EMM et les seed keys pour une box de n'importe quel level d'autorisation, les clés de catégorie peuvent être décryptées et ensuite utilisées pour décrypter n'importe et toutes les chaînes qui sont broadcastées de ce provider. Donc, quelques faiblesses que j'ai identifiées dans le système. Donc, les CP est relativement ancien, presque 20 ans. C'était plus facile de faire de l'analyse invasive que sur des périphériques récents et avec la technologie de l'époque. Le format de package TQFP100 est assez pratique d'emploi par rapport aux alternatives modernes. Le chip est susceptible au glitching en tension. C'est une architecture de von Neumann sans protection de MMU forte qui protège l'exécution de code depuis la RAM. Ils ont laissé aucune possibilité pour la mise à jour du code ou l'exécution dynamique de code pour contre-mesure. Le software est uniquement en ROM, sans mécanisme pour les mises à jour software sur le terrain. La customisation du matériel crypto est plutôt simple et n'a pas nécessité l'ingénierie inverse de la logique du chip. J'ai pu la deviner. J'ai été vraiment impressionné par le design de ce système, c'était plus fort que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé. Toute la gestion des clés et le déchiffrement est contenu dans un simple chip, ce qui rend possible de faire du partage de clés comme avec les systèmes de smart card des fois. L'intervalle de changement de clé de seulement 133 millisecondes rend aussi difficile le partage de clés et la durée de vie courte de la clé rend le cracking en real-time peu réaliste. L'absence de code dans la mémoire réécrivable signifie qu'il n'y a nulle part pour écrire un code pour une backdoor permanente pour désassembler les contrôles d'accès. J'ai listé ça aussi dans les faiblesses, mais c'est aussi une force. Ça limite la possibilité d'un attaqueur pour installer une backdoor persistante. Le chip fonctionne sur une clock interne, ce qui élimine les attaques de glitching de la clock et ce qui rend le timing d'un voltage plus difficile. Les adresses
adresse morte au milieu des clés DES évite de les lire de manière linéaire. Si on essaie de faire une boucle pour lire la donnée et que ça sort des bounds, le chip va se reset avant d'avoir lu une clé entière. Après quelques octets, on atteint une adresse morte qui fait un reset si on l'accepte. Donc on ne peut pas utiliser la ROM de personnalisation, elle n'est pas accessible, on ne peut pas modifier les clés, etc. Les clés racines ne peuvent pas être changées de manière triviale, donc c'est difficile de cloner la set-top box. La clé est uniquement en RAM, les clés sont uniquement en RAM, donc il faut maintenir la lime de la RAM tout le temps. Et il n'y a pas de clé de groupe utilisée dans les IMM. Toutes les unités sont adressées individuellement. Donc il faut aller choper les clés d'une box qui est active en ce moment pour avoir des clés actives. Et si on a une clé d'une box qui est abonnée à une chaîne, on va avoir un IMM avec la clé de catégorie qui peut déchiffrer toutes les chaînes. Donc on n'a pas besoin d'être abonné à toutes les chaînes qu'on veut décrypter tant qu'on est autorisé sur au moins une des chaînes du système. En général, le système est plutôt bien designé et écrit, je n'ai pas vu de gros bugs. Bien que le DES soit employé, la décryption IMM nécessite 3 clés DES et il y a pas mal de rounds qui sont utilisés quand on déchiffre les IMM et les ICM. Donc c'est pas aussi simple que craquer juste une clé de 56 bits. Et le brute force en partant du flux de transport chiffré nécessite de craquer la clé de travail, puis la clé de programme, puis la clé de catégorie et finalement les 3 clés racines. Vous pouvez vous demander combien j'ai eu à tuer de set-top box pour réussir ce projet. En vérité, j'ai juste besoin d'une camionnée. Il y a certaines boxes qui avaient des versions différentes du chip. La plupart avaient des layouts de PCB différents. C'était assez intéressant de regarder diverses boxes. Le prix des set-top box d'occasion, à peu près à 20 balles. Pour cette recherche, je m'intéressais à la sécurité du signal. J'avais pas besoin de PVR, etc., qu'on peut trouver d'autres plus chers. Ok, un message rapide anti-piratage. Je ne vous recommande pas de pirater la télé satellite ou câble. Il n'y a jamais rien de bon à l'antenne. Donc, peu importe combien de canaux vous déchiffrez, j'ai regardé, croyez-moi, ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de s'y mettre. Vous pouvez donc probablement retrouver les slides. Donc, avons-nous des questions de la part de la salle? S'il vous plaît, utilisez les micros. Je sais qu'il y a une question des interwebs. Ok. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Alors, la première question d'Internet est combien de chips avez-vous tué ou rendus inutilisables et comment avez-vous reçu toutes ces set-top box? Vu que le coût des box d'occasion est assez faible, j'avais pas peur de détruire une poignée de chips. Pas autant que ce à quoi je me serais attendu au début. 2 ou 3 chips ont été utilisés pour la décapsulation et enlever les couches. Finalement, j'ai extrait toute la robe d'un seul chip. Et en ce qui concerne le glitching, il y a 3 ou 4 chips que j'ai enlevés, dont j'ai effacé la RAM pour les glitcher. Et quand j'ai finalement pu en arriver à extraire des clés valides, bon, il y a eu quelques victimes avant d'arriver à ce stade. Merci. Microphone 3, s'il vous plaît. Combien d'années ce projet a pris? Je travaillais pour quelques semaines, puis je faisais autre chose, je faisais un break, je revenais. La plupart du travail a été fait sur une période de 2 ans. Merci. Alors, merci pour cette belle lecture. Comment ça se fait que la direction de contenu était DES et pas du DVB CSE? Parce que normalement le contenu est crypté avec du DVB CSE. En Amérique du Nord, on ne croit pas dans les standards. Merci.
Le timing, l'époque à laquelle ça a été développé a aussi une explication. Donc, ça a été développé avant la standardisation du DVB. Et plutôt qu'attendre la fin de la standardisation, ils ont fait leur propre sauce. Merci. Et une autre du cyberspace. Ok, donc une autre question de Internet, c'est vous avez tous cet équipement de laboratoire, comment avez-vous réussi à payer tout cet équipement? Ça m'intéresse pas mal depuis pas mal de temps, donc j'ai acheté tout ça sur plusieurs années. Et je fais aussi du travail professionnellement en ingénierie inverse, donc c'est possible d'utiliser l'argent des clients pour acheter de l'équipement pour le laboratoire aussi. Pour faire ça, on pourrait utiliser de l'équipement plus basique, vu que le chip est assez ancien. On pourrait utiliser un microscope qu'on peut trouver facilement à 1 ou 2 000 $, peut-être même. C'est pas trivial, mais c'est pas non plus une grosse somme. Not that huge. Microphone 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites comme travail à côté du reverse? Du reverse. Thank you. And the internet, again. Question d'Internet. Ok, prochaine question. Quelqu'un veut savoir quel software avez-vous utilisé pour l'analyse de l'image. Donc, comme tous les gens que je connaisse qui ont fait de l'extraction optique de ROM, j'ai écrit mon propre outil. Tout le monde fait ça. J'ai utilisé du processing assez simple, pas d'algorithme avancé ou de trucs du style. J'utilise du software que j'ai développé moi-même et que je n'ai pas release. Microphone 2, please. Comment avez-vous fait que les box étaient encore souscrites? Est-ce que vous avez appelé chaque semaine pour dire « Oh, ma box est cassée » Pour la plupart des recherches, j'avais pas besoin d'une box active. J'ai utilisé des box qui avaient été activées, qui avaient perdu leur autorisation. Et à partir du moment où j'ai compris comment extraire des box d'une clé valide, j'ai eu besoin d'une seule box. Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que les providers ont eu des réflexions? Non, rien du tout. Bonjour, merci beaucoup pour cette lecture. Comment est-ce que le glitching, l'attaque de glitch fonctionne? Donc le glitcher était assez simple. J'ai fait tomber la tension pendant une période très brève, assez longtemps, pour qu'il y ait au moins une instruction qui ne s'exécute pas de manière standard, mais trop peu de temps pour qu'on atteigne un reset. Donc en général, je corromps une instruction et je ne sais pas vraiment si je vais atteindre l'adresse en RAM que je visais. Je peux relancer. Ça a l'air d'exécuter mon code. Ça me va. Merci, Chris. S'il vous plaît, donnez des applaudissements d'anniversaire à Chris, cher public.